bienvenue dans Intergender Action, un projet Erasmus+, financé par la Commission européenne. Dans cet épisode, nous parlerons des biais et des stéréotypes dans la communication professionnelle et de la manière de les reconnaître et de les gérer dans la communication quotidienne au travail. Parler de biais et de stéréotypes peut sembler abstrait ou théorique. En réalité, ce sont des mécanismes très concrets qui influencent notre façon d'interagir avec nos collègues, de prendre des décisions et de gérer nos équipes chaque jour. Nous les véhiculons souvent inconsciemment et automatiquement parce qu'ils sont enracinés dans la culture dans laquelle nous vivons. Un biais, par définition, est un préjugé, un raccourci mental que notre cerveau utilise pour traiter l'information plus rapidement. C'est un mécanisme évolutif, mais dans un contexte professionnel, il peut devenir un réel obstacle. Prenons l'exemple des réunions, nous avons tendance à écouter plus attentivement un homme qui parle sur un ton affirmé davantage qu'une femme qui exprime les mêmes idées avec un style de communication plus collaboratif. Il s'agit d'un cas typique de biais de genre inconscient. Il en va de même pour les dynamiques générationnelles. Il arrive parfois que des managers plus expérimentés sous-estiment les propositions de collègues plus jeunes, peut-être parce qu'ils sont perçus comme inexpérimentés ou trop impulsifs. À l'inverse, les plus jeunes peuvent penser que leurs aînés sont figés dans le passé ou pas à jour avec les nouvelles technologies. Dans les deux cas, il s'agit de stéréotypes qui peuvent miner la confiance mutuelle et freiner la collaboration. Les recherches confirment que ces phénomènes sont répandus. Selon un rapport récent d'Eurostat, 40% des employés en Europe signalent des tensions liées aux différences générationnelles, notamment dans les modes de communication et les attentes au travail. Lorsque ces stéréotypes s'immiscent dans la communication quotidienne, dans les emails, les retours d'expérience, les réunions, un collaborateur risquerait d'être mis de côté ou pourrait ne pas se sentir à sa place simplement à cause de son âge ou de son genre. Et souvent, tout cela se produit sans mauvaise intention. Alors, comment reconnaître et gérer ces stéréotypes ? La première étape est la prise de conscience. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous: est-ce que j'écoute cette personne pour ce qu'elle dit ou est-ce que mon jugement est influencé par le profil de la personne en face de moi ? Est-ce que j'utilise un langage inclusif ou est-ce que je répète des formules stéréotypées telles que « tu es trop jeune pour comprendre » ou « tu devrais être plus ferme pour gagner du respect ». Être conscient, c'est aussi observer le contexte dans lequel nous travaillons. Les réunions, par exemple, sont un espace clé. Qui parle le plus souvent ? Qui est interrompu le plus fréquemment ? Qui reçoit le plus de crédit pour les idées exprimées ? Ces dynamiques en disent long sur la manière dont la communication est vécue et filtrée par des biais implicites. Un autre aspect fondamental est le langage. Les mots que nous choisissons en disent beaucoup sur nos valeurs et notre culture. Utiliser un langage inclusif n'est pas seulement une question de politiquement correct, mais de respect et de reconnaissance de l'identité de l'autre. Dire collaborateur plutôt que les petits nouveaux ou éviter les expressions paternalistes quand on s'adresse à de jeunes collègues peut faire une grande différence. Pour nous aider à développer cette prise de conscience, nous pouvons utiliser quelques outils pratiques. L'un des plus connus est le test IAT, en anglais Implicit Association Test, soit test d'association implicite en français. Développé par Harvard, il nous aide à identifier nos biais inconscients liés au genre, à l'âge, à l'ethnie et à d'autres facteurs. C'est un bon point de départ pour réfléchir à la façon dont nous percevons les autres. Un autre outil utile est le Bias Interrupter Toolkit du Center for Work-Life Law. Il propose des stratégies concrètes pour intervenir dans les situations quotidiennes où les biais apparaissent, comme lors de séances de feedback, de réunions ou pour la gestion d'entretiens. Par exemple, il suggère de poser des questions spécifiques telles que « Sur quoi se base cette évaluation ?» ou « Avons-nous appliqué le même standard à tous les candidats ?» afin de rendre les processus décisionnels plus objectifs. La méthode des réunions structurées peut également faire la différence. Plutôt que de laisser toujours les mêmes personnes parler, on peut établir un ordre d'intervention ou alterner les rôles. Cela permet de redonner de l'espace aux voix souvent moins entendues, notamment celles des jeunes ou des femmes. Une autre stratégie est le reverse mentoring, où les employés plus jeunes offrent un soutien ou une formation à leurs collègues seniors sur des sujets tels que la technologie, la communication digitale ou le langage inclusif. Cette inversion des dynamiques traditionnelles aide à déconstruire les préjugés mutuels. Enfin, les mots comptent. C'est pourquoi le langage inclusif est un allié précieux. Évitez les expressions condescendantes,
utiliser des pronoms neutres lorsque c'est possible et nommer explicitement les femmes dans les postes de direction contribue à construire un environnement plus équitable. Bien sûr, aborder ces mécanismes ne signifie pas devenir parfait du jour au lendemain. Mais cela signifie qu'il faut commencer un voyage. Les organisations qui investissent dans la diversité et l'inclusion et qui forment à une communication consciente sont aujourd'hui mieux à même de retenir les talents, de relever des défis complexes et de croître de manière durable. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast Intergender Action. Si vous voulez en savoir plus sur l'inclusion et la diversité de genre et intergénérationnelle, rendez-vous sur notre site officiel intergenderaction.eu et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Financé par l'Union européenne. Les vues et opinions exprimées n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de l'agence Erasmus+, France, Éducation Formation. Ni l'Union européenne, ni l'autorité chargée de l'octroi ne peuvent en être tenus pour responsables. Ce document est sous licence Creative Commons Attribution, partage dans les mêmes conditions 4.0 internationales. Pour consulter cette licence, rendez-vous sur le site. Les logos sont exclus de cette licence.